Est-ce qu'un beatmaker ou un arrangeur a des droits sur une propriété musicale? Je demande ça pourquoi? Parce que l'actualité, il y a de cela quelques mois en Côte d'Ivoire, qui a mis en confrontation un beatmaker avec ses amis. Ils ont sorti une chanson qui a cartonné. Mais après, lors de la distribution des droits d'auteur, les gars se sont sentis lésés et tout. Est-ce qu'un beatmaker ou un arrangeur a des droits sur une édition musicale? Bien évidemment, parce que tout à l'heure, j'évoquais la répartition en fonction des différentes catégories. Et il y a une catégorie, en fait, qui attire notre attention, c'est celle des contributeurs. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maël Nono. Vous êtes sur le podcast Le Gospel a des questions. Et aujourd'hui nous avons une invitée de renom, une invitée de marque qui va échanger avec nous autour de la thématique des droits d'auteur. Il s'agit de Daniel Mebaleh. Bonjour Daniel. Bonjour Maël. J'espère que tu vas bien. Ça va. Ok. Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Daniel Mebaleh, je suis le promoteur. On va dire comme ça, le fondateur du label de musique Gospel Feeling, qui a vu le jour en 2013. Parallèlement, j'ai plusieurs autres casquettes. Je suis notamment directeur artistique pour plusieurs événements. Je suis aussi manager et producteur d'artistes. Du moins, je baigne dans l'univers de l'événementiel et de la musique de manière générale. D'accord, si on parle d'artiste, on parle d'auteur. Concrètement, c'est quoi une œuvre protégée? Alors, une œuvre protégée, c'est quelque chose, je vais dire d'abord quelque chose qui a été produit et qui est sujet à être exploité. Et après être exploité, est sujet à ce que la manière avec laquelle on l'exploite soit définie et garantie en même temps. C'est-à-dire qu'on ne saurait dire qu'une œuvre est protégée s'il n'y a pas eu de règles sur l'usage de cette œuvre, s'il n'y a pas eu de paramètres qui encadrent l'usage de cette œuvre. Ok, et dans le domaine musical, donc ça veut dire que si on parle d'œuvre musicale, il faudrait que la musique soit produite avant d'être protégée. Bien évidemment, bien évidemment. Ok, si elle est produite, ça veut dire qu'elle est donc elle a été produite par un auteur. Qui peut donc être considéré comme auteur d'une chanson? Est-ce le beatmaker? Est-ce celui qui a rédigé la chanson? Ou est-ce encore le producteur? Alors, il faut séparer vraiment toutes ces parties prenantes. Le beatmaker fait partie d'une autre catégorie que l'on va appeler les producteurs. Il y a aussi une autre catégorie qu'on appelle les producteurs. Il y en a, ils sont au nombre de quatre types de producteurs. Mais il faut dire qu'il y a avant une autre catégorie, c'est celle des auteurs-compositeurs. Donc l'auteur, c'est la personne qui a rédigé le texte. Le compositeur, c'est celui qui a bâti la musique, la mélodie, disons comme ça. Je peux être chanteur, moi j'écris le texte et quelqu'un vient mimer quelque chose. Et je prends mon texte, je colle sur ce qu'il a mimé. Ce qu'il a mimé, c'est la mélodie. Là, on parle du compositeur. Et donc sur une chanson, on peut avoir plusieurs auteurs, plusieurs compositeurs. J'aimerais sur l'autre aspect, l'autre catégorie, les producteurs. Alors, on a les producteurs. Ça peut sonner un peu bizarre, mais dans la catégorie des producteurs, on a ce qu'on appelle les producteurs. Si on se limite à dire les producteurs, c'est équivalent à beatmaker. Ce sont des personnes qui techniquement construisent la musique en studio. On a une autre catégorie, ce sont les producteurs exécutifs. C'est ceux qui mettent de l'argent dans les projets. On a une autre catégorie, c'est ceux qu'on appelle les producteurs musicaux. C'est trompeur, parce que les producteurs musicaux, ce n'est pas ce que beaucoup de personnes entendent. Producteur musical est égal à directeur artistique. Et puis, on a une dernière catégorie, les producteurs artistiques, qui est égal à artiste indépendant. Donc, c'est cette autre catégorisation-là qui permet de définir qui est producteur, qui est auteur-compositeur aussi d'une autre part. Ok, mais je veux qu'on prenne un peu de façon pratique.
de façon pratique, lorsqu'une chanson a été produite, de l'écriture à la composition de la musique, lorsqu'on a le produit final, comment est-ce, pour quelqu'un de novice qui ne maîtrise pas le domaine de la musique, comment est-ce qu'on peut dire de façon terre à terre, ok, cette musique, l'auteur est tel, le producteur est tel, le compositeur est tel? D'accord. Alors, très bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une chanson est sortie, je préfère utiliser le terme sortie, Oui. il y a plusieurs catégories d'intervenants. La première catégorie, c'est celle des auteurs-compositeurs. Je ne dis pas l'auteur-compositeur, je dis les auteurs-compositeurs, parce qu'on peut en déclarer plusieurs. La deuxième catégorie, c'est celle, en fait, de tous ceux qui ont contribué au projet. On parle là des droits voisins et des contributeurs. Ok. Et il y a une catégorie au milieu, c'est celle de l'éditeur. L'éditeur qui bénéficie de ce qu'on appelle les droits phonographiques. Les droits phonographiques, en fait, c'est tout ce qui encadre l'exploitation de l'œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les auteurs ou l'auteur-compositeur qui, en fait, produit la chanson, la mélodie, mais qui, au départ, et de manière patrimoniale, c'est-à-dire que de manière naturelle, détient des droits phonographiques, mais peut les céder à un éditeur qui maintenant va garantir l'exploitation et la protection de cette œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière concrète que si je suis un chanteur, je ne suis pas forcément la personne qui va aller protéger mon œuvre. Je peux confier cela à un éditeur en lui cédant mes droits phonographiques qui naturellement m'appartiennent, jusqu'à ce que je les ai cédés. Et après, on a la dernière catégorie dont j'ai parlé, c'est tous ceux qui ont contribué au projet, les choristes, les musiciens. C'est à ce moment que l'on parle des droits voisins. Les droits voisins. Ok, mais quelle est donc la différence, on va aller aussi terre à terre, quelle est donc la différence entre droits d'auteur, droits voisins et droits éditoriaux? Alors, si on a cerné un tout petit peu les catégories, les droits d'auteur, ce qu'on appelle les droits d'auteur, iront directement aux personnes qui ont écrit la chanson, qui ont composé la musique. Les droits d'auteur et les droits d'édition seront réservés à la personne qui détient les droits phonographiques, notamment les éditeurs, et les droits voisins, c'est tous ceux qui ont contribué, les musiciens, les choristes, tous ceux qui ont mis quelque chose à contribution pour que l'œuvre soit produite. Ok. Et en parlant d'édition, de façon terre à terre, est-ce que tu peux expliquer ce que signifie édition musicale et qui peut être appelé éditeur? Alors là aussi, il peut y avoir un terme trompeur parce que l'édition musicale peut renvoyer en fait à la production musicale en studio. En studio, oui. Mais l'édition, tout simplement, renvoie en fait à tous les paramètres qui consistent à protéger une œuvre et à garantir son exploitation. C'est un terme qu'on a très souvent rencontré dans le milieu de la librairie, les livres. On parle souvent des maisons d'édition de livres. Alors, il y a ce même parallèle dans la musique. Un éditeur, c'est quelqu'un qui est enregistré dans une structure de gestion de droits d'auteur comme éditeur et qui se constitue en fait ce que l'on appelle un catalogue de musique. Le catalogue de musique, c'est toutes les chansons des artistes qu'il sera amené à protéger. Donc, Maël, tu peux être éditeur de N artistes. À chaque fois qu'ils sortent des chansons, toi, tu les prends, tu les amènes, tu pars les déclarer dans des structures telles que la SACEM, l'INPI, toutes ces structures-là qui garantissent l'exploitation de ces œuvres, et tu es l'éditeur de ces chansons. Et derrière, il y a des répartitions qui sont faites. Une fois que les royalties sont collectées, l'éditeur a sa part, l'auteur-compositeur a sa part, et à chaque fois, les contributeurs aussi ont leur part. Ok. Et quelles sont donc les étapes pour protéger de façon officielle son œuvre musicale? Alors, il faut tout simplement se rapprocher des structures assermentées. Il y en a généralement dans tous les pays. Tous les pays. Voilà. Comme on a par exemple la SONACAM. Exactement. Il y en a qui opèrent aussi à l'échelle des continents. En Europe, on trouvera une structure telle que la SACEM. Aux États-Unis, on va trouver une autre structure. Il faut dire que la particularité en Europe, c'est qu'il y a une structure qui s'occupe des droits des auteurs et il y a une structure qui s'occupe des droits des interprètes. Donc, c'est deux choses différentes. Si un artiste interprète une chanson, il faudra qu'il soit aussi inscrit
à l'INPI, qui protège les droits en fait de tout ce qui est interprétation. Donc c'est un tout petit peu cet environnement-là. Alors un artiste qui veut évoluer normalement peut garantir ses droits localement et à l'international aussi. À l'international, oui. Oui. L'idéal, ce serait même de garantir ses droits à l'international, sachant que si les structures locales de ton pays ont des paramètres de connexion avec les structures internationales, le fait d'avoir garanti tes droits à l'international te permet aussi de bénéficier en fait de tes droits localement. Oui. Mais s'il n'y a pas d'interaction entre la structure locale et la structure internationale, tu es obligé de faire des déclarations à la fois à l'échelle de ton pays, avec la structure qui opère dans ton pays, et de l'autre côté aussi dans une structure qui opère à l'international. Ok, et en tant que producteur au label Gospel Feeling, comment est-ce que tu fais pour protéger les œuvres de tes artistes? Je demande ça pourquoi? Parce que est-ce que la protection intervient lorsque le produit fini est déjà sorti, ou bien la protection intervient lorsque la chanson est encore en train d'être composée? Alors ça dépend. Ça dépend du moment où on est inscrit dans une structure de protection de droits d'auteur. Quand on n'est pas inscrit dans une structure de protection de droits, dès le départ, on va exiger de vous que vous produisez d'abord quelque chose. Il faudra qu'une chanson soit par exemple déjà sur YouTube, que vous ayez donné la preuve que c'est une chanson qui est streamée. Oui. Si je prends le cas de la SACEM, que c'est une chanson qui est streamée à minima avec 1000 vues, il faudra déjà que la SACEM confirme que vous êtes opérationnel. Donc il faudra déjà quelque chose. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas encore inscrit. Mais pour quelqu'un qui est déjà inscrit, dès que tu as le brouillon, tu peux déjà protéger. Dès que tu as la première mélodie, tu peux l'enregistrer, tu protèges. Donc ça dépend du moment. Et ça dépend de si on est déjà inscrit dans la structure ou on veut s'inscrire. Ok, et y a-t-il des risques pour un artiste ou pour un label de ne pas protéger son œuvre musicale? Bien évidemment. Bon, de façon terre à terre, quels sont les risques auxquels un artiste est exposé lorsqu'il ne protège pas son œuvre musicale? Oui, le plus grand risque, c'est de ne pas pouvoir bénéficier des retombées de ton travail. Effectivement. Ça, c'est le plus grand risque. Parce qu'il n'y a pas de collecte, en fait, de redevances liées à ton travail. Il n'y a rien qui est mis en place pour te permettre d'entrer en possession des résultats, des dividendes liés à ton travail. Ça, c'est le plus grand risque. L'autre risque, c'est l'exploitation abusive de ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu as composé une chanson, la chanson, elle est très belle, les gens l'ont aimée dans le monde entier, les gens la reprennent à souhait dans le monde entier, mais toi, on ne te connaît pas, tu ne bénéficies de rien, elle est exploitée. D'autres, par contre, qui vont l'interpréter, peuvent en jouir, en fait, des royalties. Mais si je vais prendre un exemple. Si, par exemple, j'ai sorti une chanson dans les années 90-80, qui n'a pas cartonné. Et puis on se retrouve en 2025, dû à une reprise sur une des plateformes digitales, Facebook, TikTok, surtout TikTok qui est en vogue, elle ressurgit. Comment faire pour rattraper le coup si je ne l'avais pas protégée lorsque je l'ai sortie dans les années 80 et qu'actuellement elle est en vogue et elle est écoutée? Elle est en tendance de partout, sur tous les 5 continents. Comment faire pour rattraper le coup? Est-ce qu'il y a moyen de rattraper ou bien c'est totalement perdu? C'est pas perdu. Je souris parce que c'est un cas qui arrive très souvent. Très souvent, effectivement. C'est tellement récurrent, mais malheureusement, on n'en tire pas les leçons qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il y a des réclamations qui peuvent être faites. Parce que ces institutions-là qui protègent les droits, ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes aussi derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chanson, elle est sortie, on peut attester d'une personne que c'est elle qui a chanté. C'est-à-dire que Maël, en 1980, certes, il n'a pas protégé son œuvre, mais c'est son visage qui est sur la vidéo, par exemple. On peut attester, on peut matcher. Donc, il peut y avoir des réclamations, ça c'est possible. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a repris ses chansons, elle a interprété, je peux, moi, entamé une procédure en fait pour dire que voilà, voici les éléments, j'apporte des éléments à charge
pour démontrer qu'effectivement, j'étais l'auteur. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, qu'est-ce qui va prouver que tu étais l'auteur si dans les années 80, tu ne l'as pas distribué sur les plateformes légales? Mais oui, dans les années 80, il n'y avait pas forcément le streaming tel qu'on le connaît. Effectivement. Alors, quand je disais tout à l'heure que c'est des êtres humains, c'est parce qu'il y a la capacité d'analyser des situations. C'est-à-dire que si je reviens avec une pochette, avec ma figure sur une pochette, et on atteste que dans les années 80, c'est effectivement moi. Cette chanson est sortie, c'était moi sur la pochette. On retourne la pochette, on voit la fiche technique, on consulte la fiche technique, on se rend compte que auteur-compositeur, c'était écrit avec mon nom. Alors, un être humain normal qui va étudier ce dossier va se rendre compte effectivement que c'est moi l'auteur. Oui. Donc, la procédure de réclamation peut porter vraiment ses fruits. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi derrière, c'est que ça me permet de revenir sur un sujet très important, c'est la place qu'occupe l'éditeur dans tout cela. Il faut bien que les gens comprennent que aucune reproduction ne peut être faite légalement sans que l'éditeur n'ait donné son aval. Aucune. C'est-à-dire que même l'auteur-compositeur, s'il a cédé ses droits d'édition à l'éditeur, ne peut plus se permettre en fait de faire des reproductions de cette chanson sans l'accord de cet éditeur. Et donc, c'est un peu la polémique qui a encadré, pour revenir sur un exemple terre à terre, c'est un peu la polémique qui a encadré la reprise de la chanson Viviane. C'était un peu ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire qu'une chanson est sortie. En fait, c'était un peu les deux sujets en même temps. Le premier sujet, une chanson est sortie, qui n'était pas forcément protégée. C'est là où je parlais d'une réclamation. Une chanson est sortie pour laquelle il y a des gens qui se sont portés éditeurs. C'est-à-dire quoi? Ils ont profité du fait que la chanson n'avait pas été légalement protégée pour aller se porter éditeur. Éditeur, oui. Voilà. Donc, les institutions qui protègent les droits vérifient. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est déclaré éditeur? Non. Alors, si quelqu'un arrive un matin, il dit « c'est moi l'éditeur », il remplit les conditions, il collecte les informations qui sont exigées pour protéger une œuvre. Il les collecte, il déclare qu'il est l'éditeur. Ça va passer. Donc, il faut comprendre bien la place de l'éditeur. L'éditeur, c'est la personne centrale vraiment autour de cette question. Ok. Mais en tant que label, est-ce que les labels ont la même mise sur les droits d'auteur? Je parle parce que j'ai déjà eu à voir des cas des artistes qui arrivaient en fin de contrat avec le label, perdent leurs droits sur des musiques, des chansons qui ont été produites par la maison de label. Est-ce que c'est normal? Du moins, comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau où un artiste, lorsque son contrat finit avec le label, il perd ses droits d'auteur, ses droits sur la chanson, il ne peut pas l'interpréter sur une scène d'un festival. Comment on en arrive là? Je vais l'expliquer parce que c'est très important. Ce qui se passe, j'ai à la fois la grâce, le privilège d'être promoteur de label et d'être, là je vous donne une exclusivité, je suis en procédure d'être éditeur aussi. Ok. Donc je comprends en fait les deux parties et du fait aussi que j'encadre les artistes, je comprends bien. Alors, le piège réside dans ce que l'on appelle les contrats 360 degrés. Les contrats 360 degrés, ce sont les contrats que l'on propose aux artistes, oui. que certains labels proposent aux artistes, dans lesquels, en fait, on va tout faire pour l'artiste, tout, il ne dépense même pas 5 francs. Et derrière, certains labels intègrent dans les contrats la cession des droits d'édition. Ça veut dire quoi? On te fait signer un contrat dans lequel on intègre une clause qui dit que tu as cédé tes droits d'édition. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé des droits d'édition. Effectivement. Ça veut dire que si tu as cédé tes droits d'édition, tu n'es plus la personne habilitée à dire ce qu'on fera de tes chansons. De tes chansons. C'est là où ça se passe. Et donc, il faut bien lire les contrats. La personne qui te propose un contrat 360 degrés n'est pas obligée d'être ton éditeur. Ok. Tu n'es pas obligé de céder ce droit d'édition. C'est là où tout se passe. Et donc, si tu as cédé ce droit, effectivement, tu ne peux plus rien faire sans l'avis de ton label. De ton label. Après. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, lorsque le contrat arrive à terme, de rentrer en possession de ses droits, même ayant cédé? Il faut dire que ces contrats, généralement, avec les labels, sont signés sur la durée. 3 ans, 4 ans, 5 ans.
autant ce contrat va courir, autant ce droit ne t'appartiendra pas. Donc, ça peut se voir, en fait, ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que l'artiste doit être vigilant de la personne ou de l'institution à qui il cède ses droits d'édition. Il doit aussi être vigilant sur la durée du contrat. Parce que on peut, je dis n'importe quoi, proposer à un artiste un contrat de 3 ans. Ça, c'est le contrat artiste, parce qu'il y a encore plusieurs types de contrats. Ça, c'est le contrat artiste, passé entre un label et un artiste. Et à l'intérieur, on lui propose la clause de cession de droits d'édition qui court sur 10 ans, par exemple. Donc, on a mis une clause de cession de droits sur 10 ans dans un contrat de 3 ans. En principe, le piège, c'est qu'il faudrait que ce soit 2 documents séparés. C'est-à-dire quoi? Le contrat artiste et le contrat de cession des droits d'édition. Ça fait en sorte que je peux m'arrêter de travailler, moi, artiste, avec le label, mais je continue d'avoir la même mise sur mes droits d'édition. Ça veut donc dire que les artistes sont appelés à bien lire leur contrat. Effectivement. C'est beaucoup, ils se limitent à la prime de signature. Effectivement, lorsqu'on revient à ce problème d'édition à la fin des contrats, c'est parce que beaucoup d'artistes sont aveuglés par les primes de signature qui leur sont offertes lorsqu'ils signent le contrat de production. Comment ça se fait? Alors, je voudrais prendre un exemple. Maël qui commence à travailler dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise ABC. Oui. Tu t'attends à un salaire à la fin du mois ou quand tu signes ton contrat? C'est une question. Est-ce que tu t'attends à ton salaire quand tu signes ton contrat, à de l'argent quand tu signes ton contrat, ou tu t'attends à ton salaire à la fin du mois? Je m'attends à mon salaire à la fin du mois. Voilà, ça veut dire que si on te donne de l'argent quand tu signes ton contrat, ça veut dire que tu as cédé quelque chose. Ok. Ça veut dire qu'en gros, tu as déjà vendu quelque chose. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle généralement prime de signature, ça fait partie en fait des redevances qui doivent être versées à l'artiste parce qu'il a cédé ses droits de cession. Ok. Donc, on appelle ça prime de signature, ça fait beau, ça fait joli, mais en fait, généralement, c'est ce qui t'est dû parce que tu as déjà cédé tes droits de cession. Parce qu'il faut dire ceci, il faut dire que l'artiste est propriétaire de ce que l'on appelle les droits patrimoniaux et moraux. C'est des droits qui ne peuvent pas être normalement, dans l'idéal du monde, ça ne doit pas être cédé parce que la moralité, c'est quelque chose qui est propre à un individu. L'artiste est aussi propriétaire de manière naturelle de ses droits d'édition. Donc, tant qu'il ne cède pas à quelqu'un, il reste le propriétaire. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose que si l'artiste doit céder ses droits qui lui sont naturellement donnés, qui lui appartiennent naturellement, il faut compensation. Okay. Donc, ce que l'on appelle généralement des primes, ce sont des compensations liées à ces droits que tu cèdes. C'est ce qu'il faut déjà clarifier. D'accord, mais comment fonctionne donc le partage des droits quand plusieurs personnes ont participé à la création d'une œuvre musicale? Alors, les institutions sont très claires. Il y a des paramètres très clairs, il y a des mécanismes très clairs qui sont déjà arrêtés. Voilà, un éditeur, par exemple, ne peut pas percevoir plus de 50% des royalties. Pour être très précis, l'éditeur, par exemple, il est entre 33 et 50% maximum lorsqu'on fait la répartition de ce qui entre. Et donc, ça c'est pour l'éditeur. Les auteurs, compositeurs aussi, ils ont donc. Vous voyez donc que si on est déjà entre 33 et 50% pour l'éditeur, en fonction de ce qui sera arrêté comme marge pour l'éditeur, les autres parties prenantes, notamment les auteurs, compositeurs et les contributeurs, vont se répartir le reste. Sachant que la primauté est aussi accordée quand même à la personne qui a été naturellement à l'initiative du projet, donc l'auteur et le compositeur. Ok. Et, est-ce qu'un beatmaker ou un arrangeur a des droits sur une propriété musicale? Je demande ça pourquoi? Parce que l'actualité, il y a de cela quelques mois en Côte d'Ivoire, qui a mis en confrontation un beatmaker avec ses amis. Ils ont sorti une chanson qui a cartonné.
Mais après, lors de la distribution des droits d'auteur, les gars se sont sentis lésés et tout. Est-ce qu'un beatmaker ou un arrangeur a des droits sur une édition musicale? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que tout à l'heure, j'évoquais la répartition en fonction des différentes catégories. Et il y a une catégorie, en fait, qui attire notre attention, c'est celle des contributeurs. Des contributeurs. Voilà. Dans la catégorie des contributeurs, on a tous ceux qui ont travaillé sur le projet, n'étant pas éditeur, n'étant pas auteur, compositeur, tout le monde. Maintenant, le cas dont tu fais allusion, c'est un cas particulier où on a un producteur, égal beatmaker, Beatmaker, effectivement, comme tu l'as qui souligné. a pleinement participé à une œuvre aussi comme auteur, compositeur. C'est ça qui rendait le sujet un peu subtil. Parce que du moment où il y a sa voix, il y a son texte, du moment où il y a sa mélodie, il est aussi identifié comme auteur-compositeur. Auteur-compositeur, oui. Donc, tout se joue au moment de la déclaration de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme je le disais, plusieurs auteurs-compositeurs, on peut avoir plusieurs personnes qui ont travaillé à la production de la musique, notamment les beatmakers, ils peuvent être plusieurs. Donc ça se joue au moment de la déclaration. Il faut être vigilant de déclarer les bonnes personnes au bon poste. Au bon poste. C'est de ça qu'il est question en fait. Ok, en tant que label, lorsque tu as une chanson qui a été terminée, produite, comment, de façon pratique, comment est-ce que tu procèdes? Alors, de façon pratique, les artistes sont enregistrés comme artistes. Ok. Voilà. Donc, il y a deux approches. Mais l'approche qui se fait actuellement, c'est que les artistes sont enregistrés comme artistes. Ça veut dire que, voilà, une fois que les chansons sortent, les chansons sont enregistrées pour leur compte. Ils sont auteurs-compositeurs. Et puis, ils bénéficient des droits d'auteur-compositeur. Le label se réserve de garantir l'exploitation de cette œuvre. Donc, il y a des clauses d'utilisation des droits d'édition. Et puis, on déclare aussi tous ceux qui ont été au studio, les choristes et les musiciens. Ok. Et pour un artiste indépendant qui est sans maison d'édition, je prends un cas pratique, un artiste, il n'est pas signé dans une maison de production, il a produit une œuvre. Comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il doit se faire accompagner forcément par une maison de production ou juste par un éditeur lambda? Ce n'est pas une obligation d'être accompagné, pas du tout. Il y a des artistes, ce qu'on appelle les artistes émergents. Voilà. Si quelqu'un commence à chanter parce qu'il a la vocation, voilà, il ne sera pas forcément accompagné là. On a sur le coup. Sur le coup. Par contre, ce qu'il doit faire, c'est de se documenter, c'est de se cultiver. Il n'est pas obligé d'être accompagné. S'il a des informations, le minimum d'informations nécessaires sur comment faire pour se déclarer, s'inscrire dans une société de gestion des droits, comment faire pour déclarer ses œuvres, c'est suffisant. J'ai même envie de dire que dans le monde idéal, un artiste qui peut s'autoproduire, c'est la meilleure des choses. Parce qu'en même temps, tu garantis la qualité de ce que tu fais, sans influence du label. Tu garantis la qualité de ce que tu fais, mais en même temps, tu protèges tous tes droits parce qu'ils t'appartiennent à toi et à toi seul. Ok. Et vu que tout ça, c'est ce qui est sûr, lorsqu'on parle de droits de répartition, ça revient toujours à l'argent et tout. Est-ce qu'un artiste qui est enregistré, qui protège sa musique, qui a ses droits sur sa musique, de façon, est-ce que c'est rentable? Ça dépend de plusieurs paramètres. Oui. Ça dépend de plusieurs paramètres. Protéger son œuvre ne veut pas dire que l'œuvre va forcément produire de l'argent. Produire de l'argent, effectivement. Voilà. Je peux protéger une œuvre pour laquelle je ne fais pas de promotion. Ça ne produira pas d'argent. D'où l'importance de mettre de l'accent aussi sur la promotion. Et bien évidemment. Oui. Je fais une parenthèse. Il est recommandé, et ça plusieurs personnes l'ignorent ou ne le savent pas, que dans le budget de sortie d'une œuvre, il est recommandé pour la musique de consacrer 70% du budget
à la promotion. 70%. Les gars vont prendre l'argent où? Non, là, je parle de pourcentage. Oui, là, c'est quand même... Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi, à mon sens, Oui. que soit pour garantir ces 70%-là, je fais une œuvre qui correspond à 30%, dont le coût de production sera de 30%. Mais si le coût de production est de 30%, est-ce que ça n'empiète pas sur la qualité? Ça peut. Ça peut. Aujourd'hui, on tend à nous dire que c'est le plus cher. C'est la chose la plus chère qui est la plus bonne, la meilleure. Moi, je ne suis pas aligné avec ça. Il y a des gens qui ont fait des chansons guitare-voix et qui ont fait le tour du monde avec. Voilà, il y a des chansons qui n'ont même jamais eu besoin qu'on fasse un clip. Moi, c'est pour cela que j'aime beaucoup un chanteur que l'on appelle Richard Bona. Combien de clips de Richard Bona vous connaissez? Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la démarche de production, on n'est pas forcément obligé de faire comme les autres pour gérer les coûts. On n'est pas forcément obligé de faire un clip à 1,5 million, à 2 millions. On n'est pas obligé. Parce qu'il faut garantir les moyens mis à disposition pour la distribution. La distribution. Ok, donc le pourcentage requis devrait être de 70%. Minimum. Oui. Pour assurer une qualité quand même. Ouais. Donc c'est ça qui va garantir le fait qu'après, lorsqu'on collectera, lorsque la structure de collecte des droits d'auteur va commencer à aller regarder là où ça a été streamé, là où ça a été joué, en fait, qu'il y ait de quoi constituer un patrimoine pour l'artiste. Des royalties qui lui seront reversées. Parce que si on parle de royalties, si on parle de droits d'auteur, ça engendre généralement des conflits. Beaucoup plus si on revient encore en arrière sur l'édition. Comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier avant de signer un contrat d'édition musicale? Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut se faire accompagner. Un contrat d'édition, il faut bien faire la distinction entre le contrat d'édition musicale et le contrat d'artiste. Tout à l'heure, je suggérais que c'est toujours mieux de séparer les deux pour que ce soit clair, parce que la ligne qui consiste à dire dans un contrat d'artiste que l'artiste cède ses droits d'édition, en réalité, cette ligne-là correspond à un contrat à l'intérieur duquel il y a plusieurs clauses, en réalité. Donc, c'est une petite, je ne vais pas dire que je vais employer le mot, c'est une petite tricherie de dire à une personne que, ok, tu valides cette clause dans le contrat d'artiste, sachant bien que cette ligne vaut tout un contrat, avec beaucoup de paramètres à l'intérieur. On doit arriver à définir avec l'artiste, et il doit valider des paramètres tels que le nombre de clés USB sur lesquelles on va devoir, par exemple, enregistrer la chanson. Ça, c'est des choses qui se définissent dans un contrat d'édition. Donc, c'est trop facile de te mettre cette clause dans le contrat d'artiste et tu signes. Alors que ces paramètres-là n'ont pas été structurés et validés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas attentif pour le faire séparément, de mois après demain, l'éditeur peut vraiment te proposer ce qu'il veut en termes de comment est-ce qu'il voudrait que l'exploitation de la chanson se fasse. Tu n'auras plus la main dessus. Ok, mais si un artiste est plagié, quelle est la responsabilité de l'éditeur? Alors, c'est à ce moment justement que l'éditeur il se met en marche. Parce que l'éditeur, c'est la personne qui est chargée de garantir l'exploitation non abusive des œuvres. Donc, c'est l'éditeur qui va signaler en fait qu'il y a eu un abus à la structure de gestion des droits d'auteur à laquelle il a enregistré l'œuvre. Donc, c'est lui qui est chargé de le faire. C'est son travail à lui. Bon les amis, vous venez là de regarder la première partie de ce programme. J'espère que vous vous êtes régalés. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos différentes impressions en commentaire. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 18 h pour la deuxième partie. Merci pour votre soutien et à dimanche prochain. C'était M. Maël. Ciao.